Peut-on avoir le mot confiance et technologie dans la même phrase? Si ça vous semble un peu étrange, je comprends. Mais c'est aujourd'hui pleinement possible, grâce à ce qu'on appelle la blockchain. Revenons un peu en arrière. Voici 3 époques, 3 types de réseaux et 3 économies. La première époque, celle des médias télécoms, dans les années 80 à 2000, était extrêmement centralisée. Il y avait un émetteur et plein de petits récepteurs autour. Le pouvoir décisionnel aussi était centralisé. Il n'y avait pas que le moyen de communication. Ensuite, nous avons eu l'ère des plateformes. À partir des années 2000, on a évolué vers un modèle un peu plus décentralisé, mais le pouvoir et la valeur remontaient toujours vers le point central, le créateur. Ensuite, nous sommes allés vers un nouveau modèle. Si vous regardez bien la différence entre le 3e et les 2 premiers schémas, il n'y a aucun point central de contrôle dans le 3e. Tous les points bleus sont interconnectés entre eux. Et ça, c'est un réseau distribué où toute la valeur est répartie entre les membres du réseau. C'est fondamentalement nouveau. Et ça, c'est une blockchain. Alors, comment ça fonctionne, une blockchain? Eh bien, ce sont des centaines de milliers d'ordinateurs répartis partout sur la planète, comme ce que vous venez de voir avec les petits points bleus. Et les données sont agrégées sous forme de blocs. Ça veut dire qu'on rentre des données dans un premier bloc et quand il est plein, on va passer au bloc suivant, et ainsi de suite. Mais le coup de génie vient maintenant. C'est en fait que les blocs sont corrélés mathématiquement. Ils ont tous une liaison mathématique les uns entre eux. Donc ça veut dire que tous les blocs ont des données logiques qui se suivent. Si dans notre exemple, nous enlevions le bloc numéro 2, le bloc 1 et 3 n'auraient plus de coïncidence logique. Il y aurait donc tout simplement une rupture entre les deux. C'est strictement impossible sur une blockchain car les données sont toutes chaînées de bout en bout, du début à la fin. Tout ce qui est entré est gravé dans le marbre numérique. D'autre part, ce qui fait aussi un réseau blockchain, c'est son code. Un code que l'on appelle open source. Un code open source, c'est comme une partition de musique. Vous avez des notes, vous allez les jouer. Vous n'allez pas inventer des notes que vous n'avez pas sur votre partition. Vous n'allez pas en enlever non plus, tout le monde l'entendrait. Vous allez simplement jouer ce qui est écrit, ni plus ni moins. Un code ouvert, open source, c'est exactement la même chose. Tout le monde peut le lire, l'auditer, le regarder, et quand il y a écrit une instruction, elle s'exécutera à un moment. Si jamais il n'y a rien écrit, il n'y aura aucune exécution. Il n'y a pas de fonction cachée qui pourrait sortir comme ça, spontanément. C'est impossible. Tout est clair et limpide dès le départ. Vous pourriez dire, très bien, mais où se trouve la confiance? Eh bien, la confiance, elle est dans cet ensemble, dans ces 3 piliers distincts. La confiance, elle est dans un réseau distribué, de point à point, sans intermédiaire. Elle se trouve également dans une chaîne de blocs, où les données sont toutes agencées les unes à côté des autres et ont une suite logique. Elle se trouve également dans le code. Et avec ça, on a un ensemble cohérent qui fait que la blockchain, c'est la technologie de la preuve. Tout ce que vous entrez est une preuve et peut vous servir tout au long de votre vie. Alors, j'aimerais vous présenter 3 exemples concrets qui font que l'on peut se servir des services de la blockchain au quotidien. Le premier exemple auquel je pense est celui de Bitcoin. Bitcoin, vous en avez probablement tous entendu parler. Il s'agit d'un réseau de paiement de pair à pair, sans passer par un organe central de contrôle, sans intermédiaire. Il permet d'envoyer de la monnaie dans le monde entier en quelques minutes, que vous soyez à côté
ou à 20 000 km de distance, c'est la même chose. Bitcoin, il a une petite particularité. Il a été créé en 2008, après la crise financière. Mais son auteur est un inconnu total. Je ne plaisante pas. On ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui. Et on me dit souvent, mais Jérôme, comment tu peux avoir confiance dans ce truc? On ne connaît même pas l'auteur. Ah. Peut-on avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas? Eh bien, permettez-moi de vous donner un contre-exemple, et vous le connaissez tous. Facebook. Tout le monde connaît son patron, tout le monde sait qui il est. Il est sur les chaînes de télé partout, on connaît tous son visage. Mais tout ce qu'il fait est purement discrétionnaire. Il fait les choses de son côté, il ordonne certaines choses à ses équipes, et on n'en a absolument aucune idée. Les algorithmes de Facebook sont complètement fermés. On en connaît éventuellement les conséquences, mais on ne sait même pas comment c'est fait à l'intérieur. C'est d'une opacité totale. À l'inverse, avec Bitcoin, certes, on ne connaît pas son créateur. On ne sait pas quel âge il a, combien de frères et sœurs il a eu. Mais est-ce vraiment important? Parce que la preuve, c'est ce qu'il y a écrit dans le code. C'est le réseau, c'est la structure. Et la confiance, elle vient de là. Elle vient de ce réseau qui, depuis 2008, exécute exactement ce que l'on demande, sans avoir failli une seule fois. Bitcoin n'est jamais tombé en panne. Jamais. Depuis 2008, ça fonctionne exactement comme il était prévu. Alors la confiance, elle se trouve là-dedans, dans des protocoles ouverts, distribués, dans un code ouvert, libre, que tout le monde peut exploiter. Il vous suffit d'une simple connexion Internet. Le deuxième exemple dont je voudrais vous parler s'appelle la DeFi, la finance décentralisée. Il s'agit d'une alternative à la finance traditionnelle, avec beaucoup plus d'atouts. La finance décentralisée, ça permet à n'importe qui dans le monde, avec une simple connexion Internet, d'accéder à ces services financiers auxquels certaines populations n'avaient pas accès auparavant. Il y a 1,8 milliard de personnes dans le monde qui sont non bancarisées. Est-ce qu'on doit les laisser pour compte? Non, pas du tout. Avec une simple connexion Internet, il est possible qu'elles accèdent à des services financiers, comme des prêts, des emprunts, des assurances, des souscriptions d'actions, de l'immobilier. Et ça fonctionne d'une manière extrêmement simple et sécurisée. Pour les prêts, vous pouvez prêter de l'argent et la somme que vous prêtez, vous allez forcément toucher des intérêts dessus. Mais contrairement au monde traditionnel, les intérêts, vous ne les touchez pas à la fin de l'année. Vous les touchez en temps réel, toutes les 24 heures. Si vous empruntez de l'argent, vous allez déposer un actif numérique, un collatéral, qui va être bloqué. Il va être figé dans la blockchain et on va pouvoir vous permettre d'obtenir une ligne de crédit instantanément. Il n'y a pas d'analyse de dossier, il n'y a pas de temps d'attente. Vous n'avez pas à attendre que le conseiller vous dise si oui ou non, il veut bien vous accorder un prêt. C'est immédiat. Dans le domaine des assurances, vous pouvez souscrire une assurance en cas de retard d'un avion, par exemple. Et ça se fait d'une manière tellement simple que tout le reste devient presque ringard. Quand vous souscrivez une assurance sur la blockchain, si l'avion arrive en retard, vous êtes automatiquement remboursé sur votre carte bleue en euros avant même que vous soyez sorti de l'appareil. Vous n'avez aucun papier à envoyer, aucun coup de fil à passer, pas de temps à perdre, tout se fait automatiquement. Quand vous avez goûté à ça, une fois, vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Vous pouvez aussi acheter des actions, par exemple. Et comme sur la blockchain, tout est divisible, vous pouvez acheter des fractions d'actions. Même si elles sont très onéreuses, vous pouvez acheter tout à partir d'1 euro. Dans l'immobilier, c'est pareil. Vous pouvez acheter des actifs qui représentent des actifs immobiliers dans le monde entier. C'est comme une super SCPI à l'échelle mondiale. Et là aussi, c'est accessible à partir d'1 euro. L'avantage, c'est qu'avec cette technologie, on abaisse la barrière à l'entrée sur énormément de nouveaux marchés. Et on touche des populations beaucoup plus larges, c'est beaucoup plus équitable. La confiance, elle se trouve dans ces protocoles qui sont interopérables avec des taux qui sont variables, qui sont mis à jour automatiquement de manière transparente selon l'offre et la demande. Ça se passe entre les utilisateurs.
Depuis le départ, tout est transparent et vous avancez si vous le souhaitez. Le troisième exemple dont je voudrais vous parler concerne les NFT, les Non-Fungible Tokens. N'ayez pas peur, ce terme vous paraît peut-être un peu barbare, mais ça ne l'est absolument pas. Un token, c'est un actif numérique sur la blockchain. Ça peut être une photo, un son, une vidéo, ce que vous souhaitez. Ce qui est fongible, c'est ce qui est échangeable, interchangeable. Si on prend 2 flûtes de champagne que l'on achète, elles sont totalement interchangeables. Mais si un artiste me dédicace une des flûtes de champagne, elle devient unique. Elle est donc non fongible. Eh bien, un token non fongible, c'est un token qui a une propriété unique. Et je vous montre un exemple ici avec l'artiste français Pascal Boyard. Il a peint des fresques dans toute la France, des fresques gigantesques. Certaines ont même été effacées. Mais elles ont un double numérique qui vit sur la blockchain et qui subsiste. Et dans notre cas, l'artiste a voulu diviser en 100 tokens identiques sa fresque. Ces tokens sont tous un petit peu différents sur un point, c'est que si vous achetez le numéro 52, vous n'avez pas la même partie que le numéro 25. Et vous pouvez acheter une fresque dans son ensemble, ou vous pouvez l'acheter en petites fractions. Tout est fractionnable. N'importe quel actif devient fractionnable. Les NFT, ce sont les marchés de la rareté numérique. On peut collectionner des œuvres, des cartes à jouer, des articles d'un jeu vidéo. Ce sont de nouveaux mondes qui s'ouvrent à nous. Et la confiance, là encore, elle est entre l'artiste et sa communauté directement. On appelle ça la creative economy. Mais ce qui est le plus beau là-dedans avec les NFT, ce n'est pas forcément que ça. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le dessous des cartes. Pourquoi les NFT sont très importants? Parce que pour la première fois, les artistes ont la garantie par le code qu'ils vont être rétribués instantanément à chaque revente. Vous avez bien entendu. Pour la première fois, à chaque fois qu'un actif numérique va changer de main, l'artiste va percevoir une rémunération immédiate. C'est lui qui va la fixer en créant son NFT. Il va s'attribuer une rémunération qui peut varier par exemple de 5 à 15%. Et à chaque fois que l'actif changera de main, à chaque fois qu'il y aura un nouveau propriétaire, la personne sera rémunérée. L'artiste ne dépend plus d'autres entités, il interagit directement avec sa communauté de pair à pair. Et la confiance, encore une fois, est là-dedans. Dans ces protocoles qui garantissent pour le client l'authenticité de l'œuvre de l'artiste et qui garantit à l'artiste une rémunération juste et équitable. Pour finir, j'aimerais vous dire que si tout ce que je vous dis vous surprend, c'est peut-être un peu normal, c'est très nouveau. En revanche, on a tous vu l'ère Internet. Et puis finalement, on s'y adaptait peu à peu. La technologie évolue. Mais l'ère des plateformes a montré sérieusement ses limites. Des limites, justement, dans lesquelles on se posait des questions de confiance vis-à-vis des données qui étaient agrégées, vis-à-vis de la captation de pouvoir de certaines plateformes. Cette toute-puissance pose quand même de sérieux problèmes. Aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avec la blockchain, pour la première fois, nous avons une technologie qui permet, dès sa naissance dans le code, d'intégrer la confiance dès le départ. On dit en anglais que c'est fait by design. Ça veut dire dès la conception. Et si nous arrivons à intégrer la conception de la confiance dès le départ, que peut-on faire? Se consacrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'humain. Si la confiance est déjà là, une grande partie du travail est fait. Il nous reste à nous concentrer sur l'humain. Vous savez, la technologie, c'est toujours un moyen. Ça n'est jamais, jamais une fin. Elle évolue dans le temps, toujours. Et l'avantage, c'est que si nous faisons des choix sérieux, des choix éthiques, nous serons toujours présents pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Je vous remercie.